Le monde vient peut-être d'entrer dans une nouvelle ère. En 2 tests, 2 essais seulement, la Russie a renversé 50 ans d'équilibre nucléaire. 2 armes, 2 symboles, le Boureveshnik et le Poséidon. On parle d'engins capables de contourner toute la défense occidentale et de frapper depuis n'importe quelle zone. D'ailleurs, de rendre la puissance américaine obsolète. Ce que Poutine vient de montrer, ce n'est pas une menace, c'est un avertissement. Un message à ceux qui pensaient encore que Moscou était à genoux. Le roi n'est plus en sécurité sur l'échiquier mondial. Et ce qui se joue là pourrait déterminer le siècle entier. Je vous explique tout sur Penser le Monde. Sachez que c'est vous, abonnés, qui décidez si la vérité circule ou pas. Chaque like, chaque partage, chaque commentaire de plus de 6 mots, chaque visionnage complet aide les vidéos à toucher de nouvelles personnes. Vous savez quoi faire. La Russie a frappé un grand coup il y a 2 semaines avec les tests réussis de 2 armes nucléaires futuristes. Bon, présents maintenant, le Boureveshnik et le Poséidon. Des engins qui, selon de nombreux experts, placent Moscou un cran, voire même plusieurs crans au-dessus des États-Unis sur le plan technologique. Résultat, Donald Trump a bondi. Il a littéralement bondi de sa chaise, allant jusqu'à envisager la reprise des essais nucléaires américains. Tous procèdent à des essais nucléaires. Nous possédons plus d'armes nucléaires que quiconque, et nous ne faisons pas d'essais. Vous savez, nous les avons arrêtés il y a des années, mais puisque d'autres en font, je pense qu'il est approprié que nous en fassions autant. Un geste de panique qui en dit très long, qui en dit beaucoup trop long. Ces 2 armes changent complètement la donne. Et sur l'échiquier nucléaire, c'est un échec mat. Le Boureveshnik, c'est un missile de croisière supersonique. Pas simple, on va en parler. Et le Poséidon est un drone sous-marin capable de voyager pendant des semaines dans les profondeurs avant de frapper. Quel est leur secret? Un mini-réacteur nucléaire embarqué, leur donnant une portée quasiment illimitée, quasiment infinie. En clair, ces engins peuvent faire le tour de la planète autant de fois qu'ils veulent, rester comme ça en orbite et frapper ou alors aller dans une direction rendant toute offensive occidentale inutile. Techniquement, c'est un bond de géant, une révolution comparable à l'invention du moteur à réaction. Et le plus fou, c'est que cette technologie pourrait avoir des applications civiles dans l'énergie, dans l'exploration et même dans le transport. Sur le plan doctrinal, la Russie maintient qu'elle ne va jamais employer l'arme nucléaire en premier. Ces bombes sont des boucliers, ce ne sont pas des épées. Les États-Unis, en revanche, conservent la possibilité de mener une frappe préventive, autrement dit, de tirer en premier. Une posture que beaucoup de personnes jugeaient déjà moralement indéfendable, surtout venant du seul pays qui a utilisé la bombe atomique contre des humains, contre des civils, au Japon en 1945, causant près de 200 000 morts. Mais avec le Boureveshnik et le Poséidon, cette menace américaine de frappe décapitante, c'est ce qu'ils ont dit, ça tombe à l'eau. Personne ne prend plus Donald Trump au sérieux. Littéralement, ça tombe à l'eau. Les analystes affirment même que la supériorité stratégique russe pourrait désormais prévenir une 3e guerre mondiale. Parce que toute attaque contre Moscou serait simplement suicidaire. Donc partant de ce principe, personne ne va oser directement attaquer la Russie. D'autres experts plus pragmatiques pensent que les États-Unis vont devoir redescendre en fait sur Terre parce qu'ils ont plané trop haut trop longtemps et oublié le rêve de domination globale et forcément se résoudre à négocier sérieusement avec Moscou, que ce soit sur le cas de l'Ukraine ou encore sur le contrôle de l'armement. Ironie du sort, Donald Trump voulait récemment envoyer à Kiev les missiles Tomahawk, non, censés tenir tête à Moscou. Le problème, c'est que les Tomahawk datent d'il y a 40 ans, voire plus. Les Tomahawk volent aussi rapidement qu'un scooter électrique. Façon de dire que c'est lent comparé à ce que la Russie a. Longs de plus de 6 mètres et pouvant peser jusqu'à 1,5 tonne, les missiles américains Tomahawk sont très convoités par Kiev. Utilisés pour la première fois en 1991 pendant la guerre du Golfe, ces missiles de croisière présentent plusieurs intérêts stratégiques. À commencer par leur très longue portée, pouvant atteindre jusqu'à 2500 km, soit 8 fois plus que les missiles Atacms fournis par les États-Unis. Avec de tels missiles transportant des ogives de 454 kg, l'Ukraine pourrait frapper loin dans le territoire russe, jusqu'au niveau des monts Oural, et cibler des infrastructures militaires, énergétiques ou encore de transport clés, et ce à partir de positions sûres, loin des lignes de front. Le tout sans risquer d'être détectés, du fait de leurs particularités technologiques. Les Tomahawks sont conçus pour voler à basse altitude et à une vitesse inférieure à celle du son.
Pour autant, les experts rappellent que ces missiles, aussi stratégiques soient-ils, ne résoudront pas tout. Chaque fois qu'ils sont évoqués, ces missiles sont présentés comme une nouvelle arme miracle qui pourrait jouer un rôle décisif pour l'issue de la guerre en Ukraine, mais en réalité, c'est loin d'être le cas. Mais ce qui est par contre très vrai, c'est le fait que les défenses russes bloquent très facilement les Tomahawks. Pendant ce temps, le Burevestnik peut tourner en rond autour de la planète en mode fantôme et frapper quand il veut. Trump et son Tomahawk font bien pâle figure face au Burevestnik. C'est clair, il n'y a pas de débat là-dessus. Sa réaction outrée n'a fait que souligner la surprise américaine. Quant à l'OTAN et à l'Union européenne, ils ont choisi le silence. Ils se sont juste tus. Ils n'ont rien dit. Sans doute par choc ou alors par simple réalisme stratégique. Mais ils allaient même dire quoi de toute façon, qu'ils sont scandalisés. Mercredi de la semaine passée, Donald Trump, fidèle à son style de toute en modestie, bien évidemment, a lancé devant les caméras: puisque d'autres pays testent leurs armes, j'ai ordonné au Pentagone d'en faire autant. Parité oblige. Les essais commenceront immédiatement. Problème, c'est que Trump n'a pas été du genre à s'attarder sur les détails. Sauf que c'est ça les détails là, le tout. Son annonce est un cas d'école d'impulsivité politique. Les États-Unis n'ont pas d'armes équivalentes au Burevestnik ou encore au Poséidon. Donc, s'il parle vraiment d'essais, il ne peut s'agir que de vieux modèles nucléaires déjà connus. Et si jamais Trump obtient le feu vert du Congrès ou du Pentagone, ça signifie la fin du moratoire de plus de 30 ans sur les essais atomiques. Depuis 1996, oui je sais, beaucoup d'entre nous sommes vieux. Les 96, là vous réalisez que vous avez déjà 30 ans. Pourtant c'était hier encore. Le traité d'interdiction complète des essais nucléaires, en abrégé TICE, interdit toute explosion nucléaire. Après un demi-siècle d'expérimentation destructrice. Ils ont passé près de 50 ans à tester le nucléaire, tester le nucléaire, tester le nucléaire. Et à un moment donné, ils ont ratifié cet accord-là que, ok, on arrête avec tout ça là. Sauf que les États-Unis veulent briser une fois de plus un accord que eux-mêmes ils ont ratifié. 1945, Trinity, le début de l'ère atomique et le symbole de la toute-puissance nucléaire américaine. 80 ans plus tard, Washington s'apprête, selon Donald Trump, à tourner une nouvelle page de cette histoire. Annonce faite quelques minutes seulement avant sa rencontre au sommet avec Xi Jinping. En raison des programmes d'essais menés par d'autres pays, j'ai demandé au ministère de la Guerre de commencer à tester nos armes nucléaires sur un pied d'égalité. Ce processus commencera immédiatement. La raison invoquée par le président américain, le programme Poséidon, un engin sous-marin russe sans pilote, doté d'une propulsion nucléaire et capable d'emporter une ogive atomique. Un concentré de technologie présenté par Moscou comme indétectable. En termes de vitesse et de profondeur de déplacement, il n'existe rien de comparable au monde. Il est peu probable que quelque chose de similaire apparaisse dans un avenir proche et il n'y a aucun moyen de l'intercepter. Pour Washington, cette démonstration russe est une provocation. Dans son avion au retour de Pékin, Donald Trump a réaffirmé sa volonté de relancer les essais nucléaires américains. Nous possédons plus d'armes nucléaires que quiconque. Nous ne faisions pas d'essais. Nous les avons arrêtés il y a de nombreuses années, mais comme d'autres pays en font, je pense qu'il est normal que nous en fassions aussi. Dans ce bras de fer de déclaration, la Chine de Xi Jinping, qui effectue elle aussi de nombreux tests, a tenu à calmer le jeu. La Chine espère que les États-Unis respecteront scrupuleusement leurs obligations pour préserver le système international de désarmement nucléaire et de non-prolifération et maintenir l'équilibre et la stabilité stratégique mondiale. Si elle se concrétise, cette décision marquerait un tournant historique. Le dernier essai nucléaire américain remonte à 1992 dans le désert du Nevada. Une reprise des tests qui risquerait de relancer une nouvelle course mondiale à l'armement nucléaire. On peut donc se poser la question, est-ce que Trump serait prêt à remettre la planète dans les années 50 quand les champignons atomiques faisaient encore la une des journaux? Ce sera à eux de voir. De son côté, Moscou a précisé que les essais du Burevestnik ou encore du Poséidon n'avaient rien de nucléaire et n'étaient rien de nucléaire. Aucune ogive n'a explosé. Seuls les systèmes à propulsion et de lancement étaient testés. En somme, la Russie a montré sa technologie, pas des cratères. Puisque si on doit juste dire stop sur toutes les recherches sur le nucléaire, ça veut dire que même le nucléaire civil doit disparaître. Même le nucléaire pour alimenter l'électricité doit disparaître. Or, ce n'est pas le deal qu'ils ont signé en 1996. En 1996, c'était spécifiquement sur les bombes nucléaires. Donc ça ne devait pas exploser. Les missiles russes n'ont pas explosé. Ils ont testé des missiles alimentés au nucléaire. Ça n'a rien à voir étant donné que ça n'a pas explosé. Donc les États-Unis feraient très bien de réviser un peu l'histoire avant de rejouer les cow-boys du nucléaire. En 2002, sous George W. Bush, Washington s'est retiré du traité sur les missiles antibalistiques.
l'ABM, espérant encercler la Russie avec les boucliers et les missiles en Europe. C'était ça l'idée de base. Résultat, il y a eu l'expansion de l'OTAN, non, jusqu'aux portes russes, jusqu'aux frontières de la Russie. On a eu des bases en Pologne, en Roumanie, dans tous les pays baltes, ce qui a fait en sorte que Moscou est devenue plus méfiante que jamais. La réaction du Kremlin a été logique. Développer de nouvelles armes que personne ne peut intercepter. Missiles avant-garde, Zircon, Kinjal ou encore les Oreshnik, capables de filer jusqu'à Mach 10, c'est-à-dire 12 000 km/h, en suivant des trajectoires imprévisibles. Autrement dit, ce sont des fantômes supersoniques. La présentation du Burevestnik et du Poséidon sont donc comme un coup de tonnerre symbolique. Le rêve américain de domination totale vient de se heurter à la réalité russe. L'arrogance américaine a fini par fabriquer sa propre défaite. Vous comprenez pourquoi? Il y a certaines personnes qui expliquent qu'actuellement, la Russie à elle seule, étant la première puissance militaire mondiale, est capable à elle seule d'empêcher même simplement une troisième guerre tribale, qu'ils appellent guerre mondiale, de venir. Parce qu'elle représente un tel défi militaire que le bloc occidental n'osera jamais attaquer. De front. Jamais. Donc, la Russie elle seule est devenue une dissuasion de guerre. Et les Ukrainiens qu'on est en train d'envoyer au choc, ils ne réalisent pas tout ça. L'arrogance américaine a fini par fabriquer sa propre défaite. Parce qu'ils sont tout le temps là à forcer les gens à le survivre. Le tonnerre de Donald Trump sur la reprise des essais nucléaires n'est rien d'autre qu'un aveu d'impuissance, un réflexe d'orgueil blessé et déguisé. Aujourd'hui, les États-Unis gagneraient davantage à parler avec Moscou qu'à bomber le torse. Mais bon, ils vont bomber le torse. Ils devraient essayer de négocier des traités de sécurité, des traités de désarmement, plutôt qu'à lancer la course atomique sans issue, étant donné l'avantage que la Russie a déjà prise. Mais bon, on va tous se demander si les États-Unis sont capables d'être raisonnables. Est-ce que vous pariez sur les États-Unis? Entre nous, vous pariez sur les États-Unis capables d'être raisonnables ou pas? Il faut bien réaliser à quel point l'Occident a été dépassé. Pourquoi ces armes russes sont présentées comme supérieures et de loin aux équipements américains connus? Les annonces sur les nouveaux missiles russes insistent sur 3 attributs. Une autonomie quasi illimitée, les trajectoires imprévisibles et la capacité de frapper depuis des vecteurs non conventionnels. En bonus, c'est multiterrain, aussi à l'aise dans la mer que dans le ciel. Un engin propulsé par un réacteur compact n'est pas limité par la portée du carburant chimique. Donc, il peut rester en vol ou en plongée pendant des jours, voire des semaines, multiplier les itinéraires et attendre le moment opportun pour frapper une cible. Ça complique à souhait la planification défensive et les zones d'interception traditionnelles. Les systèmes conçus pour intercepter les ogives balistiques, comme les Aegis ou encore les SM-3, pour ne citer que ceux-là, calculent les trajectoires quasi paraboliques. Un missile de croisière à trajectoire variable ou alors un drone sous-marin opère en dehors du profil balistique de ces trucs-là. Vol à basse altitude, manœuvre imprévisible ou alors déplacement submergé. Les interceptions ne sont donc pas automatiques ou encore pertinentes contre ces profils. Donc, les systèmes de défense américains ne gèrent pas. Les radars et les capteurs couverts par les réseaux Aegis, les satellites ISR et les radars côtiers sont optimisés pour certaines signatures balistiques, aériennes et d'autres. Un missile subsonique ou supersonique qui vole très bas ou encore un drone sous-marin profond a une signature radar différente et peut donc exploiter des angles morts que les radars américains ne comprennent pas. Par exemple, pendant les rats de marée, sous la couche de surface, pour l'ASW, détecter un véhicule profond, lent, petit est beaucoup plus dur que de repérer un sous-marin classique, surtout si les signatures acoustiques sont réduites. Donc, Aegis, SM-3 sont excellents contre des cibles balistiques à moitié course, à mi-course quoi, mais beaucoup moins adaptés aux missiles de croisière à bas vol et aux véhicules manœuvrables. Donc, si vous tirez un missile et qu'on connaît déjà la trajectoire du missile et que vous ne pouvez pas modifier la trajectoire du missile, oui, ça vous stoppe. Les protections américaines gèrent ça sans pression. Mais lorsque vous tirez des missiles qui sont capables de changer de trajectoire, s'activer, se désactiver, aller sous l'eau, remonter, non, mais c'est trop. On ne peut pas gagner cette guerre. On peut aussi parler des THAAD et des Patriotes. C'est conçu pour des phases terminales et certains missiles balistiques. Le THAAD, par exemple, intercepte haut dans l'atmosphère, tandis que le Patriot cible des menaces beaucoup plus proches. Sauf que ni l'un ni l'autre n'ont été conçus spécifiquement pour intercepter un drone sous-marin ou encore un missile nucléaire propulsé volant à des trajectoires désordonnées. Le réseau ASW
Par exemple, les SOSUS, les capteurs passifs et actifs, les avions P8, P3, les sonars remorqués et tout ça là. Puissant pour détecter des sous-marins classiques, mais limités en eau profonde, en présence de couverts océaniques ou face à des véhicules conçus pour, on va dire ça comment, avoir de faibles signatures acoustiques. Un drone très profond et lent va réduire ses chances d'être localisé. Et c'est exactement ce que fait le Poséidon russe. Ça peut aller sous l'eau, aller très vite, aller très lentement, changer de direction. C'est un calcul, c'est une équation terrible. Au-delà des capacités techniques, l'idée d'armes insaisissables que la Russie a injectée dans le cœur et dans le mental de l'Occident a une énorme portée stratégique. Parce qu'elle remet en question l'efficacité d'un bouclier antimissile et pousse l'adversaire à revoir sa doctrine et sa posture. Réaction politique, on a vu. Reprise d'essai, on va potentiellement voir. Et réorganisation des forces. On est en train de voir. Les annonces russes ont déjà eu l'impact politique et médiatique que ça devait avoir. Et aussi, comme je disais, il y a des applications civiles à ça qui pourraient être très intéressantes. Un petit réacteur compact, sûr et durable, ouvre des possibilités de propulsion et d'énergie pour les opérateurs longue portée et éloignés où le ravitaillement est difficile. Dans l'application civile, des réacteurs compacts pourraient alimenter des drones sous-marins civils ou des petits sous-marins de recherche capables de faire des missions pendant des semaines ou des mois sans remonter à la surface, ce qui va révolutionner l'océanographie, cartographie des fonds, observation climatique à long terme et j'en passe. Et une exploitation de zones polaires également, oui. Un réacteur embarqué sur aéronef, drone, à très longue portée, si la masse et le blindage radiatif sont maîtrisés bien sûr, permet la naissance des drones atmosphériques ou encore des véhicules autonomes à énergie quasi illimitée pour la surveillance océanique, la lutte contre la pêche illégale, la gestion des feux de forêt à longue distance ou encore le relais de communication dans des zones isolées. Des micro-réacteurs transportables pourraient fournir de l'électricité dans des zones reculées, genre les bases polaires, les îles éloignées, les sites miniers et j'en passe. Ça pourrait réduire la dépendance au diesel et permettre des infrastructures temporaires, hôpitaux, centres de secours après des catastrophes et j'en passe. Et tout ceci correspond au programme civil déjà envisagé par les Russes pour des petits réacteurs modulaires. Des véhicules autonomes à propulsion nucléaire pourraient d'ailleurs porter des capteurs, outils de prélèvement et petits modules de traitement, ce qui va rendre plus rentable l'exploration minière polymétallique ou alors l'étude écologique en profondeur sur de longues durées. Les travaux sur les réacteurs très compacts peuvent inspirer des systèmes de propulsion spatiale à haute poussée spécifique ou alors des générateurs de bord pour des missions sur la Lune ou encore sur Mars, surtout s'ils parviennent à améliorer le bilan masse-puissance. Bref, tout ça c'est du blablatage. L'idée, c'est qu'il y a plein d'autres applications potentielles hyper rentables, donc il n'y a pas que le désordre qu'on doit voir dans ces missiles-là, dans les technologies implémentées dans ces missiles. D'autant plus, et j'insiste, que ce désordre, le fait que ce soit un outil de destruction, le missile, a été créé parce que l'Occident ne veut pas laisser les civilisations prospérer tranquillement. Il faut bien à un moment donné se défendre d'eux. Mais les applications potentielles de cette innovation technologique sont magnifiques. Bref, voilà ce que j'avais à partager avec vous dans cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas l'onglet post pour répondre au quiz du jour. Et on se retrouve une prochaine fois.